Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Willow, donc série qui suit le film des années 88, écrit et produit par George Lucas. Avant de commencer de développer tout ça, abonne-toi, commente, like, partage, donne de la force. Je mélange la street culture et la pop culture, c'est pas évident, le référencement, tu connais, c'est votre soutien qui aide la chaîne à prospérer. On peut attaquer désormais l'analyse et la critique de cette série, mais d'abord, petit contexte. Voilà. Donc, cette série d'Heroic Fantasy et même de Dark Fantasy, selon moi, on peut vite fait dire c'est quoi la Dark Fantasy. C'est la fantasy avec peu de budget des années 80 et 90, voilà, qui mettait en scène des sorciers, des dragons, tout ça, mais petit budget, mais histoire vraiment palpitante et passionnante. Conan le Barbare, en Italie, Fantagaro, on avait quoi? En Amérique, Cœur de Dragon, plein de trucs. Franchement, là, je peux pas tout citer, parce que l'Heroic Fantasy, c'est vaste. Bientôt, je pense qu'il y aura quelque chose d'ailleurs qui va commencer sur la chaîne en parlant d'Heroic Fantasy. Donc, voilà, sois vif, abonne-toi. Mais voilà. Du coup, on a de la dark fantasy, tout ça, et un film qui met en avant un petit homme, voilà, un Elwyn, donc une sorte de hobbit dans cet univers-là, qui va se retrouver en charge d'un enfant. Cet enfant, c'est l'élu, c'est Elora Danan, c'est la fille qui va devenir impératrice des mondes, enfin de ce monde, et qui va combattre et vaincre définitivement le mal. Donc, on est un peu dans du Seigneur des Anneaux. Sûrement que George Lucas a une grosse inspi par rapport au livre de Tolkien, car apparemment l'idée lui est venue en 72. En 72, on n'est pas loin de l'apparition dans les librairies du Hobbit, il me semble, 77 peut-être. En tout cas, on était dans cette ère Silmarillion, Hobbit, Seigneur des Anneaux. Je crois que je suis un peu dans l'erreur sur la chronologie des sorties des livres. Mais en tout cas, entre sa première ligne sur le scénario de Willow et l'arrivée, je pense que toute cette ère Tolkien, Donjons & Dragons, Howard, le mec de Conan le Barbare, tout ça, ça a dû grave l'inspirer, car ça se ressent même dans les pays, les peuplades de l'univers de Willow, tu vois. Donc du coup, on a aussi une mise en avant donc, de petit homme, comme dans Le Seigneur des Anneaux, sauf qu'on est en 88. En 88, les studios ne lui faisaient pas confiance. Encore une fois, car il ne faut pas oublier qu'avec un nouvel espoir qui s'appelait à la base La Guerre des Étoiles, les studios ne lui faisaient pas confiance. Et cette fois-ci, ce n'était pas sur la SF, mais sur l'Heroic Fantasy que les studios ne voulaient pas parier. Il fait son petit film, il marche moyennement. Il est quand même primé aux Oscars 2 fois. Mais voilà, ce n'est pas le succès de Star Wars. C'est pas grave, l'Heroic Fantasy continue. Selon moi, beaucoup de choses ont été inspirées de Willow. Et même en termes de FX, car il ne faut pas oublier que c'est du coup Industrial Light and Magic, donc la boîte de FX de George Lucas qui a fait les FX de ce film. Et ben, on a continué d'être dans l'amélioration des FX au niveau des films. Et c'est toutefois un film qui a de beaux FX. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'il est primé aux Oscars, pour les effets spéciaux. Donc, il s'intègre dans la pop culture, il évolue au sein des vrais passionnés d'Heroic Fantasy, de chevalerie, de médiéval, tout ça, un classique pour les gens de 30-40 ans et plus. Et on se retrouve aujourd'hui en 2020, 2022, tout ça, et on a Disney qui nous dit « Eh les gars, on va vous ressortir Willow, une série arrive, voilà, c'est la suite du film, il y aura des acteurs du film, on continue l'histoire 30-40 ans après ». Ça va être stylé, on va tenter, à la base ça devait sortir en septembre, de vous caler ça coude à coude avec les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon. Je pense qu'entre temps ils se sont rendus compte que les mastodontes de HBO et de Amazon étaient trop balèzes. Du coup ils ont lâché l'idée et se sont dit on va le sortir à Noël, thématique de Noël, la magie de Noël, les fêtes, Willow, pas de concurrence trop violente en termes de série d'Heroic Fantasy, c'est mieux. Il n'y a que The Witcher en face. Et encore, The Witcher, c'est une série, c'est une mini-série, 4 épisodes. Et on connaît, on va dire, l'image qu'a The Witcher, la série, pour beaucoup de fans. C'est bien, mais voilà. Du coup, The Willow qui arrive avec sa nouveauté, avec sa nostalgie, avec
son défi aussi de remettre au goût du jour une licence peu connue, moyennement aimée, et surtout avec un univers particulier. Enfin, particulier. Aujourd'hui, pas tant que ça, mais à l'époque particulier. Et c'était audacieux. Maintenant, on se retrouve en 2022, en décembre. 2 épisodes sont sortis. Qu'est-ce que j'en ai passé? C'était un long contexte, une longue contextualisation, mais c'était important pour comprendre la série, de quoi elle parle. Là, on se retrouve donc dans l'histoire, pareil, 30-35 ans après. Les enfants, par exemple, de Willow, le Nelwyn, qui avait 5-7 ans, ils ont maintenant 35-40 ans. On a les enfants aussi qui ont une vingtaine d'années de Sorcha. Sorcha qui était la fille de la méchante du film. Fille qui s'est retournée contre sa mère, car Elora Danan, la quête, tout ça, c'est vraiment le personnage méchant qui devient bon à la fin. Tu connais le concept. Voilà, et c'est les enfants justement de Sorcha, donc la pseudo-méchante du film, tout ça, qui sont héros aujourd'hui, car elle est reine du pays où on est, de Tir-Asleen. Donc je vais galérer sur les noms, car le film, je l'ai vu à l'époque, je me le suis rematé il y a quelques temps, et là, la série, elle me remémore un peu tout ça, mais c'est un peu flou, soyez tolérants sur les termes. Du coup, on a une mise en avant de plusieurs jeunes, voilà, qui vont devoir faire une quête classique, tu vois, Heroic Fantasy. Problème, quête, péripéties, résolution, aide extérieure, dépassement de soi, les trucs basiques, mais qui fonctionnent. Et on a quelques names. Déjà, on a l'acteur de Willow des années 80, donc Lee-Wook Wicket, l'acteur de Lee-Wook Wicket. L'actrice qui joue Sorcha, c'est celle de l'époque. Et on a des jeunes, beaucoup de jeunes, certains peu connus, méconnus. Et on a, entre autres, qui m'a tapé à l'œil, comment elle s'appelle? Kelly quelque chose, je sais plus, bref, ça sera écrit là aussi, désolé, j'ai pas tous les noms en tête. Mais en tout cas, c'est l'actrice qui jouait la méchante dans Falcon and the Winter Soldier, le programme Marvel. Et je crois qu'elle a fait aussi une œuvre médiévale ou d'heroic fantasy. Mais là, je sais plus. En tout cas, c'est la plus connue des jeunes. Donc ça fait plaisir, tout ça. Après, je sais que dans le programme Marvel, elle avait été relativement critiquée comme étant fade. On va voir si là, elle s'améliore. J'ai déjà trouvé une nette amélioration. Moi, je ne l'ai pas trouvé fade à l'époque, mais c'est encore meilleur. Après, elle est encore plus importante que dans son précédent rôle pour Disney. Et les autres jeunes, on ne les connaît pas. Il y a toutefois l'actrice qui va jouer Kit, la fille de Sorcha qui m'a tapé à l'œil, et son frère Erke, lui aussi qui m'a tapé à l'œil. Voilà, le trio principal, il est pas mal. Il est pas mal tout ça. Tu rajoutes ces nouveaux talents, plus les anciens acteurs, nostalgie et qualité, franchement bien. On est parti sur un bon casting, tout ça. L'acteur qui va jouer le bandit, le Matt Martigan 2.0 de cette époque. Bon, Matt Martigan, du coup, c'est un peu le Aragorn de Willow, tu vois. Qui est plus un bandit, un peu un vaurien, un mélange entre Aragorn et Han Solo. Tu dois te dire, si tu n'as pas vu les films ni la série, tu dois te dire, waouh, spécial comme concept. Non, pas mal, pas mal. Pour l'époque, on était dans les codes de l'époque, sur l'archétype du personnage. Et aujourd'hui, voilà, ils l'ont modernisé. Barbe, cheveux longs, Khal Drogo, muscles, petite blague. Ok, ça passe. Donc le casting, il est validé. On va voir ce que ça va donner. Parce que là, en 2 épisodes, certains se sont révélés, mais pas tant que ça. Voilà, tout le monde commence à marquer son territoire, prendre voilà, son rôle, se faire connaître, tu vois, ça sert à ça, une introduction de série, et ça marche. J'ai bien identifié les comportements de chacun, je trouve que Kit joue bien, je trouve que l'actrice de Kelly, là, voilà, qui est principale, mais au second plan, ok. Le fils de Sorcha, il me fait rigoler, il est en mode demoiseau qui courtise toutes les meufs, un peu aussi pareil dans ce délire un peu Matt Martigan, parce que c'est son fils au final, c'est le fils de Matt Martigan. Je retrouve son côté voilà, voyou. Voilà, les personnages donc validés. Casting et personnages pour l'instant validés. En ce qui concerne les décors et les costumes, et là, c'est là où on retrouve du Willow de l'époque, sauf qu'aujourd'hui, ça va quicher. C'est le problème, c'est le point négatif, c'est que déjà à l'époque,
on était, attention pour l'époque, on est allé tourner en Nouvelle-Zélande, en Écosse, un peu au ranch Skywalker, le ranch de George Lucas, tout ça. Mais il y avait déjà du voyage de la Nouvelle-Zélande, des plaines verdoyantes, tout ça. Tu prends la colorimétrie de l'époque, ça donne le rendu de l'épisode, enfin, du film, c'est moins beau. La série a fait le parti pris de répondre au film, de rester dans les mêmes codes, et du coup, bah, c'est vide, c'est désertique, pas de façon sableuse ou de neige. C'est désertique, c'est des plaines d'herbe, il n'y a pas grand-chose à voir. Je trouve ça relativement nu. Les décors en studio, les quelques châteaux ou structures, c'est relativement minimaliste. Pas minimaliste dans la volonté, mais minimaliste dans le budget. Pour te dire, les maquettes miniatures qu'on filmait à l'époque pour te donner des idées de grandeur, un peu comme si tu as vu le making-of par exemple du Retour du Roi de Peter Jackson. Minas Tirith, c'est beaucoup vue maquette, tu vois, les vues de loin. Bah là, les vues maquettes de l'époque sont meilleures que les quelques vues qu'on a par exemple de Tiraslin. Tiraslin, gros plan, je trouvais ça mais d'une pauvreté. Mais c'est de la faute à la concurrence en fait. Enfin, c'est de leur faute à eux, mais je veux dire, c'est causé par la concurrence. Quand tu as eu Numénor, même si on a beaucoup tourné en rond dans les différents décors. Quand tu as Port-Réal, Père Dragon, on a eu quoi dans House of the Dragon? La Marque, les degrés de pierre. Comment tu veux que Willow, avec son budget moitié moins conséquent que ces séries-là, ait des décors fous? Donc, d'un côté, si t'es fan et que t'as l'œil, tu reconnais l'identité pauvre de l'époque, mais à l'époque, c'était à cause des moyens, voilà, pareil, financiers et de factures artistiques. Je sais pas, tu vas comprendre, de factures, construire, tu vois, de bonnes factures. Et aujourd'hui, c'est plutôt, bah, il faut payer les acteurs, les budgets vont autre part, tu vois. Et du coup, c'est pas ça le point fort. Les costumes, eux, ça va. Les armures m'ont plutôt bien plu. Par exemple, la garde royale de Sorcha, ça m'a plutôt convaincu. À un moment, on voit des genres de nomades bandits façon, comment il s'appelle, Dothraki. Ok, on en a vu peu, mais voilà. Le retour d'Enelwyn, bon, c'est pas le plus compliqué parce qu'au final, c'est des petits lutins, donc petite tenue forestière. Maintenant, ils vivent dans des grottes par sécurité. Voilà, il y a 2-3 aspects, tout ça, du scénar qui favorise une réalisation un peu plus facile, selon moi. Il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Les risques ne sont pas là, tu vois. Donc voilà pour le décor et les costumes. C'est le petit point négatif. C'est de la dark fantasy en 2023. Est-ce que ça fera tâche ou pas? Je sais pas. Ça, c'est à vous de me le dire en commentaire, au final. On continue, du coup, voilà, on a fait toute la partie, tout ça. Pour la réal, on peut refaire un petit point. Du coup, voilà, réal simpliste, plaine aride, effets spéciaux. Au début de l'épisode, j'ai écrit Lucasfilm. Pour l'instant, j'ai rien vu, voilà, de fabuleux en FX. À un moment, on voit une barrière magique, car, on va dire, le territoire de Sorcha, il est entouré d'une barrière magique. C'est très minimaliste. À la fin de l'épisode, je crois, on voit quoi? On voit une attaque, à la fin de l'épisode 1, on voit une attaque de méchants, d'ennemis. Ouais, c'est très simpliste. C'est pas là que sont les points forts. Donc, la série a 2 possibilités. Soit elle se dépasse ou elle se définit comme un bon programme par ses acteurs, soit elle va se définir par son scénario. Et scénario, on va y aller dans la partie spoiler. Du coup, maintenant, on spoil les amis, vous êtes avertis. Alors, pour le spoil, on est 30-40 ans après, Sorcha est reine, on découvre, et ça m'a plutôt marqué, d'ailleurs je voulais en parler plus tôt, mais j'ai attendu la partie avec spoiler. Attention les amis, on spoil, hein, que Elora Danan n'est pas impératrice du monde, et qu'elle a été cachée parce que, ça c'est intégré là dans l'œuvre récente, pour poursuivre l'histoire, tu vois, ça on le sait pas quand on finit le film, tout va bien, end, dans le meilleur des mondes. Et là, on nous dit que quelques jours après qu'il soit rentré, Willow a eu un rêve, il a voulu prévenir Sorcha, que c'était pas fini, que sa mère allait revenir. Donc sa mère à Sorcha, c'est Badmarva, Badrova, Baderva, la méchante, quoi. Il y a Bad dedans, tu vois.
Et du coup, ils prennent la décision de cacher Elora Danan. Bon, je trouve que ça fusille un peu l'œuvre originale. Tu nous mets pas une prophétie pour cracher dessus, tu vois. Où est Elora Danan? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça va être une intrigue des 2 premiers épisodes. Je pensais qu'ils allaient nous faire une Sauron dans les Anneaux de pouvoir et garder l'identité d'Elora Danan pendant plusieurs épisodes et nous mettre différentes pistes qu'on se demande, ah, est-ce que Elora Danan c'est Kit? Est-ce que Elora Danan c'est, comment elle s'appelle, Jade? Donc Jade c'est l'actrice qui jouait dans Marvel Falcon and the Winter Soldier. Plusieurs, voilà, pas du tout. À la fin de l'épisode 2, on nous dit c'est qui, mais j'y viendrai plus tard, on spoil de façon chronologique quand même. Du coup, Sorcha, elle a des visions, elle aussi, elle a des rêves. Elle aussi, elle sait qu'Elora est en danger, elle sait que le mal revient. Elle essaye de marier sa fille à son voisin qui est également dans la bulle de protection magique pour créer une union et un royaume plus puissant car ils sont entourés par les ténèbres, par les Dothraki de cet univers et le retour du mal, l'Empire contre-attaque, tu vois. Du coup, elle tente de les marier. Son fils, lui, c'est un coureur de jupons. Plusieurs sous-intrigues et intrigues. Voilà, la principale, c'est unir les royaumes, le retour du mal, et Elora Danan, où est-elle? Rapidement, du coup, les fameux méchants qu'on nous tease, voilà, qui sont de retour, on se retrouve forcément dans la narration au moment important, car lors du mariage, de la fête de mariage, les méchants attaquent. Ils s'en prennent à plusieurs personnages. Ils kidnappent Erke, donc le fils de Sorcha. Voilà, comme tu as pu voir. Ils blessent le commandant de la garde des manteaux blancs. Bon, c'est pas un manteau blanc, mais tu m'as compris, parce qu'ils ont un nom, mais j'ai pas le nom en tête. Ils le blessent, ils le contaminent. Il va devenir un genre de monstre des ténèbres. Voilà, ils n'ont pas encore trop de noms, donc on va garder ça pour plus tard. Ils emmènent Erke dans le royaume du mal et de là commence une quête où la sœur, qui est là, le personnage un peu badass, parce que au final, le frère c'est un coureur de jupons, le romantique, et la fille c'est un peu Xena, tu vois, elle veut se taper, elle veut combattre tout le monde, elle veut être plus forte que les mecs, elle veut pas être une reine, mais elle veut être une combattante, un peu comme, voilà, un personnage féminin fort qui se tape, quoi. Une genre d'héroïne mélangée avec, je sais pas, tu prendras qui tu veux, j'ai pas d'exemple. Bref, t'as compris l'idée. Et son garde du corps, jusque-là, sa meilleure pote, c'est Jade. Relation homosexuelle entre les deux. On a du coup leur duo, cependant, qui fonctionne bien. Voilà, on a la fille qui va devenir garde et la reine qui doit prendre son rôle de reine et sortir des combats et qui veut pas, tu vois. Et c'est elle qui va mener l'expédition pour aller chercher Erke. Erke, lui, s'est tapé la cuisinière. Spoil de ouf, il s'avère que la cuisinière, c'est Elora Danan, donc l'élu, la fille, tout ça. Ils doivent tous passer par Willow, aller le voir dans sa vallée cachée, la vallée des Nelwyn, et apprendre des informations pour aller chercher Erke sur une île, l'autre côté de l'océan. Donc déjà, la série a cette qualité d'agrandir l'univers qu'on connaît avec plusieurs concepts. Au niveau de l'intrigue, je trouve qu'il y a des choses qui sont mal foutues, comme j'ai dit. Et Elora Danan, ça aurait pu rester caché encore quelques épisodes, voire cliffhanger de fin de saison. Ça aurait été pas mal. Willow, je le trouve... Le retour de Willow, donc le Willow du film, hein, un mec de 60 ans, tout ça. Bon, il est là, ok. Il est magicien, il est grand Halloween. C'est le titre des magiciens gardiens de la vallée des Nelwyn. Bref, je suis pas sûr que... Je sais pas, franchement, je sais pas quoi en penser en fait. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Moi, j'ai aimé, mais je suis pas sûr que le grand public va adhérer, tu vois. C'est comme si demain, tu mets un magicien hobbit dans la comté et c'est un genre de guide, tu vois. Je sais pas si les gens vont être réceptifs. Vous me direz, vous, en commentaire, si ça vous paraît bien ou chelou. Mais en tout cas, à ce moment-là, du coup, on a... Willow qui reconnaît Elora, car comme il a été son gardien dans le film, Elora bébé, il sait la reconnaître, les yeux, son regard, tout ça. Et en plus, elle a une marque. Bon, il y a une petite blague comme quoi Elora était rousse enfant. Du coup, l'actrice là, elle est blonde. L'actrice de Elora,
Ouais, pas encore grand-chose à dire, je laisse la série évoluer. Mais en tout cas, c'est le personnage qui se fait pas confiance, qui pensait être personne, la fille de personne, sans capacité. Son plus grand talent, c'est de faire les meilleurs petits pains et la meilleure boostify de Tiraslin. Et on est dans un parallèle du coup avec Willow. Willow qui se pensait être un Halloween, un fermier, un mec lambda. Et au final, la reine des fées, je ne sais plus comment elle s'appelle, Charline Drea, donc lui donne la tâche de protéger le bébé, tout ça. Voilà, il reçoit un poids trop lourd, donc parallèle encore une fois au Seigneur des Anneaux. Frodon, lui, il a l'anneau. Willow, lui, à l'époque, il a le bébé. Et aujourd'hui, transposition 2023. Elora, elle a une quête bien plus forte qu'elle, retrouver son mec, Erke, et à terme combattre le mal, l'anéantir et devenir impératrice du monde, alors qu'elle a été éduquée, formée pour être la cuistot. Ok, bon, moi l'histoire elle m'a plu, belle musique, tu vois, les plans façon Heroic Fantasy, quand tu veux nous faire comprendre que plusieurs jours passent, tu vois des plaines, tu vois des marches à cheval, à pied, tout ça. Tu comprends que du chemin et du temps passent. Ça, c'est très bon pour faire avancer la temporalité de l'histoire. Pas forcément l'histoire, mais la temporalité de l'histoire. On va s'arrêter sur Elora qui se fait enlever par les méchants, car, comme on a dit, le commandant, lui, il a été infecté. La reine ne le sait pas, elle l'a envoyé pour les rattraper et les aider. Sauf que lui, bah, il a dans sa tête la voix du mal. Du coup, il kidnappe la petite. On a plusieurs personnages, tout ça. Les personnages secondaires, donc le bandit, là, je ne sais plus comment il s'appelle. À part faire des blagues, pour l'instant, il n'a pas été très, très utile. Kit, donc la fille de Sorcha, elle essaye de faire la chef et tout ça, elle ne se distingue pas trop. Et dans l'équipe, il y a aussi son futur mari. Lui, c'est un musicien, c'est un poète, c'est un sensible. C'est plus un Yvain dans Kaamelott qu'un Arthur, tu vois. Et c'est drôle parce que l'équipe, elle va se scinder en deux. Et ça va amener des intrigues pour la suite. Car à n'en pas douter qu'Elora va être sauvée dès l'épisode 3, dès les premières minutes. À mon avis, pour continuer la péripétie, ils vont vite être rattrapés par les amis d'Elora. C'est que à terme, on va avoir des conflits, je pense, dans le groupe, parce qu'on a deux camps. Ceux qui pensent qu'Elora est Elora Danan, et ceux qui pensent que c'est une légende, une fable, ou qu'elle n'est pas ce que prétend Willow. Ouais, ok. Bon, 2 épisodes d'introduction. Je trouve qu'ils posent le cadre, qui donnent un ton rapide. Pas eu trop d'ennuis dans la série. Beaucoup de refs subtils pour les fans. Des nouveaux concepts pour étendre l'univers. Au final, c'est pas mal. Toujours donc, on est plutôt dans un bilan, donc on continue. Ce problème d'FX, voilà, je pense qu'on n'aura pas mieux. Donc, si vous n'aimez pas, ça va vraiment vous poser problème. C'est pauvre, tout ça. Et pour vous dire, j'y pense là, c'est plus pauvre que les chroniques de Shannara, qui étaient déjà pauvres, mais qui étaient meilleurs en FX et en décor. Est-ce que vous validez ce propos? Les amis, on va s'arrêter là, c'était bien assez long. Dites-moi en commentaire du coup si c'est un programme que vous avez aimé, qu'est-ce que vous en avez pensé, le retour du coup de Lucasfilm sur l'Heroic Fantasy, est-ce que c'est un délire qui peut vous plaire? Voilà, est-ce que vous validez le programme? Et j'espère vous retrouver de façon régulière chaque semaine pour analyser et critiquer les épisodes de Willow. Ciao les gars, prenez soin de vous, stay smart.